Bonjour à toutes et tous, s'il vous plaît, on va commencer. Je suis Sylvain Guédot, directeur de territoire à Ascoria. Petit mot d'introduction qui va être très rapide et puis je vais laisser Marc Rousseau prendre le relais. On a la chance d'accueillir Jacques Deschamps aujourd'hui dans nos locaux depuis hier. De toute façon, tu vas présenter tout le monde, je ne vais pas présenter Jacques en tant que tel. C'est important pour nous de pouvoir accueillir Jacques à la fois dans le propos qu'il développe dans son livre, mais aussi dans ce qu'il est, en termes de philosophe, en termes aussi de pénétration de sa pensée dans notre champ d'activité des solidarités. Ça va être aussi l'enjeu, au-delà de l'ouvrage, sans doute des questions qui peuvent avoir lieu dans la foulée derrière, puisque Jacques a pu nous accompagner. Alors, individuellement, certains d'entre nous, il y a quelques années, sur une redéfinition de notre posture dans le champ des solidarités. Et c'est intéressant aussi de se dire que cette dimension, elle est sans doute extrêmement importante aujourd'hui, peut-être même plus que jamais, pour des métiers comme le nôtre, de pouvoir passer par ces détours-là de réflexion. Et puis plus spécifiquement, puisque on a profité de son ouvrage d'éloge sur l'émeute, de pouvoir effectivement le convier, parce qu'on sait qu'on est un territoire où il y a des choses quand même qui se travaillent autour de ces questions-là, qui se mettent en tension. Et c'était aussi l'objectif pour nous et pour la Grande École des Solidarités, de mettre un éclairage là-dessus. Voilà. Merci Sylvain, puis merci beaucoup, parce que c'est Sylvain qui a vraiment fait l'entre-gens entre nous pour pouvoir accueillir facilement et dans des conditions qui soient les plus justes possibles. Il n'y a pas dans une formule qui serait une formule classique de conférence, mais dans une formule qui est de proximité d'ailleurs avec les participants. On se dira tout de suite d'ailleurs qu'il est important qu'on fasse de ce temps-là un temps d'échange, de dialogue sur un sujet qui est un sujet pas si simple que ça en réalité. Et puis merci d'avoir introduit la Grande École des Solidarités, puis je vais présenter les choses. Donc moi, je suis Marc Rousseau, je suis le délégué général de la Grande École des Solidarités, et pour tout le monde, puisque c'est la Grande École des Solidarités maintenant de notoriété publique, et c'est quelque chose qui est sur les lèvres de chacun d'entre vous, je vais quand même redire ce que c'est l'alliance entre 4 établissements d'enseignement supérieur et de recherche rennais, l'Université de Rennes 2, Ascoria, Sciences Po Rennes et le HESP, que je cite dans le désordre parce que j'ai toujours du mal à citer les choses dans l'ordre. Et donc cette alliance-là, autour des questions qui sont des questions à la fois de formation, mais aussi de recherche, et puis globalement de manifestation sur les questions de solidarité. Essayer de comprendre, de penser les questions de solidarité, peut-être autrement comme elles le sont, surtout sur des questions qui sont parasitées par les bruits médiatiques. Et donc, l'idée de la Grande École des Solidarités, c'est de se proposer des espaces de formation, des espaces de recherche, mais aussi des espaces d'échange et de réflexion, comme celui qu'on organise aujourd'hui. Alors, c'est très important pour nous d'avoir cette idée-là. Profondément adogmatique, la Grande École des Solidarités souhaite vraiment réfléchir ces questions, les penser et s'ouvrir sur quelque chose qui n'est pas a priori toujours d'une pensée simple ou simpliste. Pour nous aider, donc, Jacques Deschamps, philosophe, enseignant, quand même, et vient parmi nous. Et on a souhaité l'accompagner dans la discussion par une fidèle de la Grande École des Solidarités, une fidèle d'Ascoria aussi, Patricia Long, donc sociologue, EHESP, sociologue, je veux dire de la jeunesse, on peut résumer, même si c'est bien évidemment caricatural de le faire comme ça, pour venir discuter. C'est-à-dire qu'on n'est pas on ne va pas forcément avoir un jeu de questions-réponses absolument préfabriqué, mais plutôt un échange. Donc, vous voyez, avoir une sociologue de la jeunesse avec nous, c'est dit, ou des jeunesses, je ne sais pas, il faudrait préciser, c'est dire qu'on va aborder cette question de l'émeute aussi sous ce spectre de la jeunesse. Et puis, avec nous également, Julien Simon, qui est formateur à Ascoria,
qui est docteur en psychosociologie, donc une approche là aussi complémentaire, et qui lui nous éclairera ou discutera sur des questions qui sont des questions d'influence, de groupe, des effets de groupe, qui sont évidemment des sujets importants sur la question du monde. Alors peut-être pour démarrer, Jacques, tout de suite, c'est un sacré titre quand même de sortir un bouquin qui s'appelle Éloge de l'émeute. Il est sorti en mois de juin ou en mai. En mai. Juste avant. En mai 2023. Alors, rapidement, c'est quoi une émeute? Et qu'est-ce que ça n'est pas aussi? Comment on peut essayer de s'y retrouver dans cette chose? Alors, il y a une façon indirecte de répondre à la question, qui est bien évidemment l'objet du livre, et c'est le petit aparté qu'on avait tous les deux il y a un instant, où tu me faisais remarquer que dans le discours médiatique, diffusé par les chaînes d'information continue, les grandes chaînes d'infos, on parlait, le manuscrit, je l'ai rendu aussi avant qu'il y ait la longue séquence des manifestations contre la réforme des retraites et les événements de plus en plus violents qui les ont accompagnés, d'accord, dont les chaînes d'information continue faisaient leur chou gras, mais il me faisait remarquer que on parlait de manifestations dans ces cas-là, et spontanément, toutes les chaînes d'information ont immédiatement parlé d'émeutes lorsque se sont déclenchés ces événements en banlieue, grande banlieue parisienne. D'un certain point de vue, je pourrais répondre en me défaussant en disant ça montre que tout le monde sait, peut-être pas ce que c'est qu'une émeute, mais reconnaître une émeute. Et donc, une façon de répondre à la question, c'est de se dire quels sont les signes qui caractérisent ce phénomène social très particulier. Et donc, en deux mots, puisque je ne fais pas une conférence, mais c'est un débat entre nous, puis ensuite avec vous, en tout cas, je l'espère. Ce qui, pour moi, caractérise l'émeute, c'est que précisément, ce n'est pas une pirouette rhétorique, mais c'est qu'on ne peut pas la caractériser à partir des catégories qui sont celles qu'on emploie pour définir les différents types de mouvements sociaux plus ou moins violents. L'émeute, ce n'est pas une insurrection, ce n'est pas une forme de dissidence. En fait, il y a toute une série de termes qui renvoient à un certain type de mouvement d'anomalie sociale qui remettent en question le contrat social, l'ordre établi, etc. C'est quelque chose d'autre. Et alors, ce qui pour moi caractérise l'émeute, eh bien, c'est dit dans le discours médiatique. À savoir que c'est un phénomène apparemment, puisque je me mets du côté de ce qui la manifeste, un phénomène complètement irrationnel, qui surgit brutalement, on ne sait pas pourquoi. Alors, il y a bien évidemment un facteur déclenchant. Dans le cas des 3 jours d'émeute, vous savez tous que ça a été la mort tuée par une patrouille de police d'un jeune homme de banlieue qui n'était qu'un moment parmi une longue litanie qui jusque-là ne provoquait pas ce genre de réaction. On peut se poser la question, pourquoi celui-là, alors que dans les années qui précèdent, il y a eu régulièrement des jeunes gens tués dans des contrôles, dans tout ce qu'on veut, par la police, par la BAC ou d'autres forces de police. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Et donc, hormis ça, il y a une irruption d'un coup, et puis ce qui la caractérise, c'est apparemment son irrationalité complète. De quoi parlait-on dans les chaînes d'information? On disait, mais regardez, c'est incroyable, ces jeunes gens cassent ce qu'on a construit pour eux. Ils cassent les gymnases qu'on leur a fait, ils brûlent les médiathèques, ils brûlent les écoles où ils ont été certainement, où vont peut-être leurs petits frères, leurs petites sœurs, à quelque chose d'incompréhensible. Et qui donc, dans le constat, s'arrête à un moment donné où ce qui est dit, c'est qu'on ne peut que condamner l'émeute. On ne peut que condamner la violence qu'elle produit, avec les effets donc qui sont ceux que je viens rapidement d'évoquer. Et ça donnait lieu, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai répondu à l'éditeur quand il m'a proposé de faire un travail là-dessus, ça donnait lieu à ce rituel à la télévision, que vous avez certainement tous vu, au moment des manifestations, puis des émeutes bien sûr, mais rituel qui consistait à ce que toute personne intervenant dans le débat ou interviewée
qu'elle soit responsable politique, syndicale, peu importe, élu de banlieue, enfin peu importe, devait commencer, il y avait cette espèce de mantra, mais dites-nous que vous condamnez la violence. Et tant que la personne n'avait pas dit textuellement, vous voyez les espèces de petites comédies qui sont passées avec tel ou tel mouvement politique, ne voulant pas forcément condamner immédiatement, ça donnait lieu à des espèces de déchaînements, de polémiques absolument aberrantes. Donc, condamner la violence, et donc, on la condamne et on s'arrête là. Moi, j'ai pris le contre-pied de ça, et ça a été ma motivation, en disant, et si, hypothèse de travail, hein, et si on considérait que non seulement l'émeute n'est pas quelque chose d'irrationnel, mais qu'en fait, elle renvoie, et il faut aller dégager, à une forme de rationalité sociale très profonde. Plus que profonde, alors le mot peut-être un peu grandiloquent et demandera des explications, peut-être qu'on va en discuter, elle a même quelque chose de fondateur, de régénérateur du lien social qui est mis en jeu dans le phénomène collectif. Donc voilà, pour résumer la réponse à ta question, ce qui caractérise l'émeute, c'est que précisément, elle renvoie à un niveau du fonctionnement politique d'une société, politique au sens large, hein, c'est-à-dire ce qui se passe dans la mise en commun, voilà, que toute société réalise sous des formes diverses. Eh bien, l'émeute renvoie à un niveau, c'est le titre d'un des chapitres, infrapolitique. C'est pour ça que je dis, ça m'a valu beaucoup de discussions acharnées avec des représentants de mouvements activistes qui se reconnaissaient par ailleurs dans pas mal de choses, mais beaucoup n'ont pas compris, et certains n'ont pas pardonné le fait de dire que l'émeute, elle n'est ni de droite ni de gauche. Que ça n'a pas de sens d'employer ces termes à propos de l'émeute. Donc, elle est quelque chose d'infrapolitique et qui renvoie aux fondements sur lesquels un corps social se constitue et fonctionne. Et alors, juste pour aller encore un peu plus loin, parce que quand on regarde sur un moteur de recherche quelconque, on regarde émeute, on a une définition, et puis tout de suite à côté, il y a une image qui est une image de violence, en fait. Et alors, dans ce que tu dis, il y a semble-t-il, une distinction forte entre l'émeute et la violence. Alors, je ne sais pas si c'est une formule, là aussi, ou est-ce qu'il y a une vraie... On peut imaginer qu'il y ait émeute, la source même de ce que tu viens de dire, ce surgissement-là puisse se faire sans violence. Alors, sans violence, non, je ne pense pas. Reste à caractériser le type de violence qui serait propre à l'émeute. Par contre, c'est l'objet du dernier chapitre. Moi, je défends l'idée, bon, alors, je ne sais pas si on en reparlera, on va lire la chose, je défends l'idée qu'il peut y avoir effectivement des formes non violentes d'émeute, ce qui peut paraître paradoxal. Et voilà, ça je le défends à la fin, on en reparlera un peu tout à l'heure. Donc, quel est le type de violence qui caractérise l'émeute? Pour répondre à cette question, moi c'est l'optique que j'ai pris, c'est la démarche. Moi je suis philosophe, donc je réfléchis. Ma méthode de réflexion sont celles de la philosophie. Et la philosophie commence toujours à s'interroger sur, alors on dira comme ça, sur un concept, le concept d'émeute. Avant d'en parler, avant de développer des analyses, il faut savoir de quoi on parle. Vous avez, enfin, tous ceux et celles et ceux parmi vous qui sont allés en terminale se rappellent la première leçon en cours de philosophie, hein, où on vous raconte alors Socrate, le papa de la philosophie, tout ça. Qu'est-ce qu'il faisait Socrate? Il se baladait dans les rues, il se mêlait de toutes les discussions et il commençait toujours par dire aux gens, mais attendez, vous êtes en train de vous engueuler sur une définition du courage, mais le courage, c'est quoi? Donc, vous voyez, c'est un peu cette idée. On interroge le contexte, mais on n'interroge pas en l'air. Moi, j'ai une option philosophique. Tout ce que je dis relève d'une option philosophique. Un autre philosophe pourrait tenir des discours très différents sur cette question. C'est clair, hein, il y a une part de subjectivité ou d'engagement, mais disons que dans l'option philosophique qui est la mienne, il est absolument capital de toujours remettre les idées, les concepts. Le concept en philosophie, c'est l'ensemble des problèmes que pose une idée. Il y a l'idée de liberté, d'accord, qui est définie dans Pierre Robert, et le concept de liberté, c'est dégager tous les problèmes et les questions qui se posent sous cette idée. Et donc, il s'agit de commencer par remettre en perspective un concept dans l'histoire.
Un concept, c'est une forme vivante de la pensée qui apparaît à un moment donné, donc dans un contexte qu'il faut essayer de comprendre, qui se développe et qui peut disparaître. Il y a des concepts importants qui ont disparu de la culture occidentale qui est la nôtre. Voilà. Donc, mettre en perspective le concept d'émeute dans l'histoire fait aboutir très rapidement à un constat, c'est que l'émeute est une forme absolument récurrente dans l'histoire qui est la nôtre, l'histoire occidentale ou en tout cas européenne pour réduire le champ. C'est un phénomène absolument récurrent, régulier depuis quasiment le 15e, 16e siècle, c'est-à-dire un moment où il y a de grandes transformations économiques qui se mettent en place, où se créent les conditions de l'industrialisation de la société, où il y a de profondes, enfin je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais de profondes réformes agricoles qui jettent des centaines de milliers de paysans sur les routes, qu'il s'agit ensuite de fixer dans les fabriques, les manufactures, avec toute la violence que ça importe. Et donc, toute cette longue histoire est une histoire où l'émeute est absolument récurrente. Et c'est pour ça que je défends moi la thèse qu'il faut, du point de vue de l'émeute, analyser l'histoire qui a produit la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui comme une longue guerre civile. Une guerre civile au sens strict du terme, c'est-à-dire un affrontement extrêmement violent entre les dominants et les dominés, pour parler de façon très large, entre les oligarchies qui confisquaient l'État et les moyens qu'ils fournissaient aux oligarchies pour maintenir au pouvoir, et les peuples. Cette guerre civile n'a jamais cessé. Les 3 jours d'émeute dans les banlieues, là, en juillet, ces moments, ça n'a jamais été des émeutes, mais ces moments émeutiers dans les manifestations contre la réforme des retraites n'étaient jamais qu'une nouvelle séquence de cette longue guerre civile, qui n'a jamais cessé, même dans les moments pacifiés de l'histoire sociale. Je cite dans le livre Warren Buffett reste une des 10 plus grandes fortunes mondiales, c'est un Américain. À l'époque, c'était vers, je ne sais pas quoi, 2010, il fait un entretien, il était à l'époque la première fortune mondiale. Je vous dis ça parce qu'il sait donc de quoi il parle, ce monsieur. Eh bien, il dit textuellement, je ne transforme pas les mots, à une question qui lui est posée. Il répond, disons, très calmement, c'est assez fascinant de voir la chose télévisée. Il dit, mais enfin, bien sûr qu'il y a une guerre des classes. Et cette guerre, c'est nous, les riches, qui la gagnons. L'extrême puissance donne cette capacité de dire les choses. On n'a pas peur, il y a une guerre, effectivement. Une guerre entre les riches et les pauvres. Cette guerre est incessante et c'est une guerre au sens strict du terme. L'histoire des émeutes a été parsemée, donc je réponds à ta question, a été parsemée de moments extrêmement violents. Je cite, mais c'est pour l'exemple, une des premières grandes successions d'émeutes qui a agité toute l'Europe continentale vers le XVe siècle, c'est la fameuse révolte des paysans, qui a agité toute une partie de l'Allemagne jusqu'en Alsace, dirigé par un prédicateur, Thomas Müntzer, etc. Donc, ça a duré plusieurs mois. Les émeutiers ont brûlé des châteaux, ont passé au fil de l'épée des nobles, leurs familles, etc. Et puis, à un moment donné, la réaction, comme toujours dans ces cas-là, s'est mise en place. Et on estime, c'est documenté, tout ça, c'est pas, les historiens ont des documents, on estime qu'en l'espace, ça a duré 3 mois pour mettre fin à cette sédition permanente et ces moments d'émeute très violents. On estime qu'il y a eu plus de 100 000 morts en 3 mois. Des hommes, des femmes, des enfants, passés au fil de l'épée, pendus, brûlés, avec une pratique qui était régulière à l'époque. Un village qui avait fourni trop d'émeutiers, donc subissait toute une série, bien évidemment, de mesures, mais avec quelque chose de très spectaculaire. J'insiste pas de façon morbide, mais c'est pour parler de la violence. On démembrait les morts des émeutiers, des leaders du village, on les démembrait, on les coupait en bouts, et on pendait les bouts tout au bout du village, et on laissait les bouts, alors une jambe, un bras, une tête, un torse, comme ça, pendant des semaines et des semaines. Donc, l'émeute, bien évidemment, est violente. Et pour
en finir, je réponds maintenant précisément à ta question. Qu'est-ce qui, de ce point de vue, caractériserait la violence qui est en œuvre dans l'émeute? Eh bien, c'est que, et ça c'est une des thèses centrales que je défends, et ça vaut pour ces 3 jours qui se sont produits là, l'émeute est toujours une réponse à une situation dans laquelle les émeutiers sont mis, socialement parlant, une situation dans laquelle leur survie au sens biologique du terme, au sens voilà, est mise en question. D'accord ? Dans l'émeute, on ne se bat pas pour des idéaux, la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est l'objet d'autres types de mouvements révolutionnaires. Dans l'émeute, on se bat pour la survie. Il y a recours en l'émeute quand un groupe social se sent menacé dans sa survie. Bien évidemment que dans la longue litanie des émeutes paysannes qui va jusqu'à la fin du 19e siècle, eh bien, la survie, c'était les moments où les paysans étaient tellement pressurés d'impôts, dans les famines qui décimaient par milliers les familles paysannes. À un moment donné, on recourait à l'émeute, d'accord ? Et c'était une question de vie ou de mort. D'un certain point de vue, ces 3 jours d'émeute, de façon euphémisée, on va dire, ces 3 jours d'émeute là dans les banlieues relèvent de cette logique. C'est bien parce que, et alors, encore une fois, hein, moi je ne fais qu'analyser et décrire, là je ne prends pas parti, mais c'est ce qui caractérisait ces jeunes gens et ce qu'ils ont fait pendant ces 3 jours, c'était le sentiment que leur vie d'individus, de citoyens supposés comme les autres, eh bien leur vie, comme le disent les militants noirs américains, ne valait rien. Ne valait rien puisqu'elle pouvait être de façon arbitraire, inattendue à tout moment, supprimée par la BAC du coin, par telle ou telle force de police, dans un contrôle, que leur vie ne vaut rien, rien du tout. Et donc, allons-y. Alors, il faudra reparler. Les gros mortiers de feux d'artifice ont remplacé, bien évidemment, les faux, les épées ou je ne sais pas quoi, des émeutes paysannes. C'est quelque chose aussi à quoi il faut réfléchir, cet aspect étrangement festif du moment d'émeute. On n'a pas assez souligné ça. Hein. Il y a une sorte de mise en scène presque despective qui est produite spontanément et qui a une finalité parce qu'elle va être diffusée instantanément sur tous les rapports sociaux. Mais je ne sais pas, vous avez vu ça à la télé, je ne sais pas si c'est des choses comme ça à Rennes, mais sur place, c'était très spectaculaire. Hein, le déchaînement de violence, mais dans cette atmosphère presque carnavalesque de feux d'artifice incroyables qui surgissaient partout, comme cette scène, pour ceux qui se rappellent le film de Coppola, Apocalypse Now, il y a une scène absolument phénoménale, une espèce de bataille dans la nuit, qui se fait dans toute une atmosphère de feux d'artifice tirés par les soldats américains, un truc complètement délirant, parce qu'ils sont tous sous l'acide, etc. Donc, ce qui caractérise la violence émeutière, c'est qu'elle a à voir avec quelque chose de très profond dans l'individu, qui fait que ce n'est plus le citoyen qui est interpellé dans son existence sociale, mais que c'est l'individu, au sens biologique du terme. Alors, Patricia. C'est vache. Ah, si c'est vache, je peux y aller. Hein. Non. Alors, d'abord, merci de m'avoir invité. Puis merci pour votre livre. Je dois avouer que j'ai accepté parce que le titre m'avait accroché et je trouvais ça sacrément courageux de titrer un ouvrage comme ça aujourd'hui dans la période qui est la nôtre. Et une fois, après l'avoir lu, après être passé au-delà du titre, j'ai trouvé que vous aviez un point de vue vraiment extrêmement stimulant sur les liens entre les émeutes et les inégalités sociales. Et puis aussi un point de vue sur cette constance historique là, que vous venez de rappeler et le lien entre les émeutes et les situations sociales de précarité. Et puis, j'ai beaucoup aimé le livre aussi parce qu'il est extrêmement accessible. Il est à la fois court et très enlevé. Donc, il y a un style comme ça, très direct, qui est vraiment très chouette
aborder, quoi. Donc, pour le dire vite, hein, moi j'ai été très convaincue par le propos que vous tenez et puis l'insistance que vous avez sur la nécessité de s'intéresser à travers le phénomène des émeutes à la question de la domination capitaliste ou des dominations capitalistes néolibérales, aux atteintes liberticides, écologistes que l'on est en train de vivre en ce moment. Et donc, je pense que c'est vraiment extrêmement intéressant d'entrer comme ça et puis de faire un pas de côté par rapport à tout ce qu'on entend sur justement le rejet systématique de la violence. Effectivement, les jeunes qui se mobilisent aujourd'hui à travers des émeutes ou des mouvements sociaux ont quand même tendance à rappeler que c'est plus le moment d'être gentil. Donc, je pense que ça, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment bien d'avoir un ouvrage comme ça qui replace les choses dans leur contexte historique et politique. Donc, il y a un certain nombre de choses que j'ai vraiment beaucoup appréciées dans ce que vous montrez dans votre démonstration. Tout d'abord, la question de la morale bourgeoise. Je pense que c'est vraiment important, la morale bourgeoise comme norme. Et je pense que quand vous dites que les interviewés là, sur les plateaux au moment des émeutes devaient d'abord commencer par dire qu'ils étaient contre la violence, ça renvoie vraiment à ça, à une volonté de masquer les rapports de pouvoir. Et puis de tracer une ligne, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, entre le traitement de la délinquance, il y a des spécialistes dans la salle, entre la plèbe d'un côté, la plèbe marginale, et puis le prolétariat soumis. Et ça, je trouvais que c'était une idée extrêmement intéressante de voir à quel point cette norme-là vient stratifier toute la société, surtout toutes les relations qu'on peut avoir à ces phénomènes. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi votre passage sur les obliques et l'intérêt des obliques pour dire on n'est pas seulement dans des rapports de descendants ou ascendants, mais aussi dans quelque chose d'assez transversal et une multiplicité heureuse, dites-vous, hein, dans le livre, et ça c'est vraiment intéressant. Et vous parlez aussi de l'infrapolitique du peuple des sans-pouvoir, et du coup ça m'a fait vraiment penser à Rancière et aux parts des sans-parts, et je me suis dit vraiment là il y a une sorte de familiarité de pensée, il me semble. Et puis, pour finir sur ces commentaires de choses que je n'attendais pas forcément à trouver, c'est la question de l'usage des corps au service de l'économie capitaliste. Et du coup, ça m'a fait penser à tout un tas de travaux qui émergent actuellement sur les pratiques de développement personnel, sur le yoga. Alors, on parlait des tatouages, mais du coup, j'ai pensé au yoga et au livre de Zineb Espasi qui s'appelle Yoga, le nouvel esprit du capitalisme. Et du coup, ça m'a fait penser à tout ça et je trouvais que c'était... justement, ça m'a rendue très joyeuse de vous lire. Et puis après, je me suis posé quelques questions. Je voulais en profiter pour échanger avec vous là-dessus. La première, c'était ce que vous avez pensé justement dans le traitement des émeutes suite à la mort de Naël, sur la façon dont on avait tellement insisté au-delà du rejet de la violence, sur la défaillance des parents des quartiers populaires et surtout de la défaillance, parce que de fait, c'est de ça qu'il s'agit, des mères en situation de monoparentalité. Donc voilà, je voulais vous inviter à revenir là-dessus si vous voulez bien. Une autre question que je me suis posée, c'est que dans votre ouvrage, vous mobilisez des exemples très intéressants. Vous revenez sur Nuit debout, sur les Gilets jaunes, sur les zadistes, sur Extinction Rébellion. Et je me disais qu'aujourd'hui, on aurait même pu parler aussi des méga-bassines, etc. Ah, et je me disais, mais ces mouvements-là, pour une partie d'entre eux, ils revendiquent beaucoup justement des formes de pacifisme, etc. Et donc, et du coup, je me demandais comment est-ce que vous liez en fait ces mouvements qui se présentent pour une part comme pacifiste, avec justement la question des violences émeutières. Et puis, troisième chose, j'en ai 4, vous esquissez à plusieurs moments des liens entre émeute et révolution. Donc, on voit bien que pour la révolution, on imagine qu'il faut avoir un projet politique, et c'est ça qui caractérise la différence entre les deux phénomènes, les deux mouvements. Et ce que je trouvais intéressant, ça m'a fait penser à tout un tas d'émissions que j'ai entendues ces derniers temps, justement sur le caractère extrêmement joyeux de ces rassemblements, et y compris dans la Révolution. Donc, j'aurais bien aimé que vous reveniez là-dessus un petit peu, parce que je pense que c'est un élément très intéressant de ce que vous dites. Et puis, voilà, je pense que je suis là pour parler des jeunes, donc je termine par ça. Donc, dans votre ouvrage, vous avez une approche plutôt intersectionnelle.
vous nous parlez des classes sociales, vous nous parlez de la colonisation, décolonisation, vous nous parlez du genre, mais finalement, c'est de la question de l'âge que vous parlez moins. Vous en parlez, hein, mais peut-être un peu moins centralement que les autres rapports sociaux. Et pourtant, j'ai le sentiment que les émeutes ont toujours été le fait majoritairement des jeunes en France, et pas seulement en France. Vous parlez beaucoup des printemps arabes, je pense que c'est aussi le cas dans ces exemples, dans ces exemples-là. Et donc, voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez et si vous aviez le sentiment ou pas que cette frange de la population était susceptible de se révolter peut-être de manière plus radicale parce qu'elle serait animée de plus de croyances, plus de foi dans la capacité d'action collective. Donc voilà, je voulais vous inviter peut-être à revenir là-dessus. C'est tout un propos. Alors, j'essaye de reprendre les questions dans l'ordre, de façon la plus synthétique possible. Ce que vous pointez, oui, de ce phénomène de culpabilisation des parents, de tout ce qu'on dit, ce discours qui a eu ensuite, et qui n'est pas simplement resté un discours, vous le savez tous, il y a eu une série de mesures qui ont été prises rapidement, qui consistent à expulser les familles des logements sociaux, à remettre en question le versement de toutes les allocations que les familles dont besoin reçoivent, etc. Quelque chose quand même de très dur. Les peines de prison prononcées en comparution immédiate, absolument mais délirant. Hein, quelqu'un qui sort avec un pantalon, quelle jeune fille là, qui était là d'un truc, 9 mois ferme, enfin, des choses incroyables. Et en plus, là autour, dans le discours médiatique général, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais comme une espèce de jubilation de ça. Vous voyez les commentateurs disant oui, il faut être sévère, la sévérité, on sentait quelque chose qui renvoyait à des choses assez troubles. Et donc, ça me permet de revenir sur votre question sur cette façon de culpabiliser les parents. En plus, puisque c'est essentiellement issu des immigrations successives françaises, elle est un avatar de tout un long travail, et là on retrouve la question de la morale, que la répression des mouvements populaires, une des armes de la répression des émeutes progressivement, indépendamment de la réponse violente, de la réponse policière, militaire, etc., a été un travail forcené pour arriver à remodeler complètement l'éthos des classes populaires, la façon d'être, l'éthos, la façon d'être socialement, les valeurs esthétiques, morales que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que ça s'est mis en place au XIXe siècle. La constitution de la figure du délinquant social, elle est datée. Alors, je ne sais plus exactement 1860, je ne sais pas quoi, mais il y a une élaboration juridique en plusieurs temps où on construit littéralement cette figure du délinquant social. C'est-à-dire qu'on criminalise son action et on essaye de faire que cette figure du délinquant devienne un repoussoir pour le bon et honnête travailleur, celui qui va à l'usine, et avec tout un travail qui a été fait sur un mode caritatif, qui très souvent mobilisait les multiples associations religieuses, dont sont issues nombre d'associations aujourd'hui du travail social, beaucoup laïcisées pour les plus anciennes à la Libération, mais avec quelque chose quand même qui reste là derrière. Et ça, c'est un autre débat, parce qu'il y aurait trop de choses à dire. Ce que je veux dire, il y a eu un travail forcené, si vous voulez, qui tendait à partir de quelque chose et qui est toujours à l'œuvre, et qui est absolument, pour moi, toujours sidérant. C'est cette façon de naturaliser les effets de l'inégalité sociale et des injustices qui accompagnent les inégalités. Naturaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans la nature, mais en tant que telle, la nature de ces êtres que d'être, par exemple, violents. Quand on dit à propos des émeutiers, ils se conduisent, mais voyez bien, comme des barbares, ce sont... bon, alors, je ne surprise pas... faire référence à ce qui est en train de se passer de tellement dramatique aujourd'hui au Moyen-Orient, mais très vite, dans le discours, il y a ces expressions qui arrivent. Moi, j'étais sur un plateau, il faut m'inviter, sur un plateau télévision dans lequel il y avait ce représentant qu'on voit partout maintenant, du syndicat Alliance de la police, qui est un syndicat d'extrême droite,
qui n'est pas du tout majoritaire. La plus grande partie de la police est républicaine, mais il y a ce syndicat qui est puissant parce qu'il est couvert par toute une partie de la hiérarchie. Et c'est le jour où ce type a sorti un tract en disant « Nous, les policiers, nous sommes en guerre contre les émeutiers, en guerre. Et nous devons employer les moyens de la guerre. » Et il dit « Il faut, textuellement, c'était marqué ça, c'était des polémiques, il faut les écraser comme la vermine. » La vermine, vous voyez bien, naturaliser, ça veut dire ça. C'est plus que des êtres humains, c'est de la vermine. C'est de drôles d'échos dans l'histoire, pas si lointain. Rappelez-vous ce qui était au cœur de la façon que dans l'idéologie nazie, on avait de parler des juifs, qui étaient des poux, qui étaient... Vous voyez, la vermine. La vermine, c'est les rats, c'est aujourd'hui les pisdolis, je ne sais pas quoi, vous voyez, et regardez comment on agite la terreur sociale en face de cette espèce d'ennemi insidieux qui était là sur la chaise, et finalement, l'immigré, le délinquant, il est de cet ordre. On naturalise. Et donc, la question de la bourgeoisie, c'était comment rectifier cette naturalité qui est que ce sont des feignants, qu'ils foutent rien, ce qu'ils veulent, c'est aller se bourrer la gueule après le travail. Donc, on va leur faire des jardins ouvriers, parce que vous comprenez, s'ils font leur jardin, c'est du temps qu'ils ne passent pas au café, et puis ils ont des légumes pour leur famille, ce qui permet de manger plus sainement. C'est une pratique qui s'est développée honorable sous beaucoup d'aspects. Hein. Ne croyez pas que je mets tout ça comme ça de côté, mais c'était un travail de moralisation forcenée, adossé bien évidemment à toute la puissance des églises chrétiennes ou protestantes. Et c'est ce que j'appelle, le produit de ça dans le livre, c'est ce que j'appelle cette moraline. Alors l'expression n'est pas de moi, elle est d'un grand philosophe, Nietzsche, qui s'est beaucoup questionné sur la morale. Vous entendez moraline, morale et toxine. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui agit comme un poison social. Parce que, et je termine sur cette première question comme ça, on est sous régime libéral, néolibéral, je voudrais faire une distinction. Le libéralisme est une pensée politique contemporaine de la pensée républicaine qui naît en Angleterre, Locke, etc., à la fin du XVIIe siècle. Le cœur de la doctrine libérale, c'est de dire qu'une société se confond complètement avec l'économie qu'elle produit, avec le marché. C'est le début de l'espèce de fétichisation du marché, le marché qui est doué d'une rationalité interne sur laquelle les gens vont, échangent, et dans le fait que chacun cherche son profit, il y a une sorte de concorde générale qui va être trouvée. On parlera après au XIXe siècle, les grands économistes, de la main invisible du marché. Et dans l'esprit, si vous voulez, du libéralisme, la dimension politique du fonctionnement social. Politique, ça veut dire toujours la question des rapports de force entre dominants et dominés. Cette dimension est évacuée. Donc, on met à la place de la pensée politique une pensée morale binaire. C'est bien, c'est mal, c'est méchant, c'est gentil. Comme là, les émeutiers, oh là là, c'est la méchanceté absolue, c'est, voilà. Et puis, etc., les policiers sont les gentils. On moralise le débat. Il n'y a pas plus de pensée politique. Et cette moralisation, elle tend à refouler effectivement la réalité des rapports de force qui sont à la base de tous les rapports sociaux. Rapport de force, il ne faut pas voir ça immédiatement comme quelque chose de terrifiant. Je veux dire, quand je m'avance vers un autre, un homme, une femme, il y a quelque chose d'un rapport qui se met en place et d'un certain type de rapport de force qui va se mettre en place. Les analyses célèbres de Jean-Paul Sartre sur la séduction, par exemple, sur tout ça. Bref, c'est ces rapports de force qu'on va masquer. Et ils sont simplement remplacés par ce discours moral. Et c'est ce discours moral qu'on mobilise pour dire ces parents-là, regardez, qui sont incapables de bien élever leur enfant. Mais moi, j'ai été frappé en relisant l'histoire de comment, mais c'est pratiquement depuis le XVe siècle, mais les mêmes mots qui reviennent, les mêmes façons de qualifier les gens du peuple. Mais c'est assez sidérant, assez sidérant. Donc voilà sur la première. La deuxième question. Peut-être qu'il vaut mieux passer direct à la quatrième, parce que sinon Julien n'aura pas le temps de parler. C'était sur la jeunesse, la place des jeunes. Alors ça, c'est une question très délicate. Moi, au moment où j'écris ce livre, pour moi, il n'y a que 2 occurrences d'émeutes dans l'histoire française récente. C'est les premières émeutes des banlieues, qui durent 3 semaines, à la suite de la mort, vous savez, de 2 gamins poursuivis par la police, qui rentrent dans un central électrique et qui meurent électrocutés. Bon, il y a eu 3 semaines d'émeutes.
Donc, il y a eu ce moment-là, et puis les Gilets jaunes. C'est un événement social dont on est loin, très très loin, d'avoir tiré toutes les conséquences, cet épisode de Gilets jaunes. J'ai délibérément, dans mon ouvrage, mis de côté cette question des émeutes de 2005, et parce qu'elle relève d'une même particularité qui est celle de ces 3 jours d'émeute, c'est pas tellement le fait. Les Gilets jaunes, c'était des adultes, c'était plutôt des pères et des mères de famille. Il y avait peu, je peux vous le dire, j'ai aussi assisté à quasiment toutes les manifestations des Gilets jaunes à Paris, il y avait peu de jeunes gens qui venaient de la montée des provinces. C'était les pères, les mères, les oncles, les tantes. Alors que dans les émeutes de banlieue, bien évidemment, enfin, la moyenne d'âge, ça devait 18 ans, d'ailleurs, c'est qui est souligné. Vous vous rendez compte, enfants de 12 ans qui sont là dans la rue. C'est un facteur aggravant. Voilà. Alors, mais au-delà de ces différentes générations qui restent à expliquer, ces émeutes, elles sont compliquées dans l'histoire française, de quelque chose dont les conséquences, on n'a pas fini de les payer, qui est cette incapacité que la société française a eu de métaboliser les guerres coloniales. Je veux dire qu'il y a dans ces dimensions-là, et ça les caractérise d'une façon particulière, il y a, comme dit la psychanalyse, un retour du refoulé, et toujours quand le refoulé fait retour, il fait retour vraiment sur le mode de l'effraction très violente, avec la sidération que ça provoque. Il y a quelque chose qu'on n'a pas été capable de penser. Comme à la limite, les Américains l'ont fait, ils ont métabolisé la guerre du Vietnam en même temps qu'elle se faisait, à travers toute une série d'interventions culturelles, de réflexions, de débats. En France, un tabou a été mis sur les guerres coloniales, principalement la guerre d'Algérie. Qui parmi les jeunes gens, j'en parlais hier là, dans la librairie, rappelle qu'il y a eu plus d'1 million de morts algériens pendant la guerre, et qu'il y a eu des dizaines de milliers de jeunes Français, parce que c'était l'armée de conscription, qui sont morts là-bas. On a mis là-dessus un voile, on n'en parle pas, hein, comme ce fameux voile dont parlaient les déportés, rentrés chez eux, qui disait « Au moment où j'ai commencé à parler de ce que j'ai vécu, plus personne ne m'écoutait, et ils se taisaient. » Primo Levi, tout ça, ces gens qui ont témoigné, on parle très bien. Il y a eu quelque chose de cet ordre, et des conséquences ensuite. Les grandes manifestations, la répression, en termes de violence, la répression policière des grandes manifestations algériennes de 65, etc., où des centaines, je vous assure, c'est attesté, des centaines d'Algériens ont été jetés à la Seine, matraqués. Il y a un grand voile qui est posé là-dessus. Alors, quand quelque chose fait résurgence, mais immédiatement, vous voyez le tollé que ça suscite. Parlons pas bien évidemment de l'extrême droite qui en fait vraiment sa petite boutique, hein, voilà, qui fait fructifier ça, mais même au niveau des forces politiques classiques, il y a un malaise épouvantable à aborder cette question. Dans ces émeutes, il y a cette dimension. C'est pour ça que je faisais référence à la question des Noirs américains. Il y a quelque chose de cet ordre. Ça se double, c'est déjà quelque chose de compliqué l'émeute, mais ça se complexifie de cette dimension raciale qui supposerait une réflexion en tant que telle. C'est pour ça que dans le livre, moi, j'ai préféré parler des Gilets jaunes. Alors maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, comme vous disiez, ce qui a caractérisé, vous vous rappelez tous ces mouvements, le Hirak, les fameux printemps arabes, c'était effectivement essentiellement des jeunes gens. Printemps arabe, ce qui caractérise ici les émeutes des banlieues, là encore, on a affaire à des jeunes gens. Ce que je veux dire, moi, je n'ai pas de réponse claire, je n'ai pas de théorie claire de ça, mais, et dans l'histoire, quand on regarde les différentes émeutes successives, ce n'était pas fait particulièrement des jeunes gens. Les émeutes qui précèdent la Révolution française, vous avez tous appris ça en histoire, il y a eu 2 ans de famine terrible. À partir de 87, à cause de l'hiver pourri, les récoltes pourrissaient sur pied, les gens les crevaient de faim, d'accord. Et il y a eu une série de mouvements d'émeutes qui étaient, pour l'essentiel, des émeutes de femmes, menées par des femmes. Les fameuses attaques des greniers à blé, là autour de Paris, où elles allaient récupérer la farine. Il y a eu donc des émeutes constantes. Alors vous me direz, vous voyez bien que les émeutes débouchent sur la Révolution française. Non. Bon, je soutiens dans mon livre qu'on se trompe profondément si on pense qu'il y a, alors ça fait un peu pompeux de dire comme ça, un devenir révolutionnaire. Il n'y a pas de devenir révolutionnaire de l'émeute. C'est pour ça qu'à la fin de mon livre, je dis, moi, je suis incapable de vous proposer un catalogue d'actions politiques au bout de tout ça.
Si je réfléchis du point de vue de l'émeute, il n'y a pas de prolongement révolutionnaire. Des émeutes comme ces émeutes de la fin des femmes parisiennes ou françaises avant 89, 2 siècles en avaient été, mais truffés sans arrêt. Pour autant, il n'y avait pas eu de révolution qui s'était déclenchée. D'accord ? Et donc, pour terminer, si vous voulez, sur cette question des générations, on voit bien qu'à chaque fois, dans l'histoire française des émeutes ou européennes, c'est toujours, en quelque sorte, les adultes, ceux qui ont la charge immédiate de la survie de la famille, qui sont confrontés à ça et qui, à un moment donné, sont en face d'une réalité qui met leur survie en question. Je pense le seul élément de réponse que je pourrais apporter, c'est qu'il y a que le paramètre racial, au sens de ce qui renvoie à l'histoire coloniale, est capital. Parce que dans les nuits debout, je ne sais pas si vous vous rappelez ça, il y en a eu à Rennes, qui ont précédé de peu de temps le mouvement des Gilets jaunes. Quand j'étais à Paris, sur la place de la République, il y avait la crème de l'extrême gauche française, activiste. Mais quand je dis, ce n'est pas péjoratif, avec une ébullition intellectuelle. Et quand j'ai été dans les manifestations des Gilets jaunes, il n'y avait personne. Ce qui est quand même sidérant, ces gens, personne. Et non seulement il n'y avait personne, mais très vite est apparu ce discours dans la gauche française et l'extrême gauche, qui est quand même assez sidérant, que c'est suspect, quoi, ces mouvements. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous disiez oui, c'est manipulé par les fascistes, c'est populiste, on ne sait pas trop. Et quand on a vu apparaître les premiers non-porte-parole, puisque les gens refusaient à la télévision, moi je me rappelle de réactions pareilles, qui m'ont fait froid dans le dos, de gens autour de moi, des gens de gauche, etc., disant, mais ayant presque honte de ce qu'ils voyaient. Ces gens qui ne savent pas parler. Mais même moi, j'étais très gêné. Je me rappelle des premières fois où on a vu des hommes ou des femmes venir et puis essayer de dire de quoi ils parlaient. Puis, je ne sais pas, mal habillés, l'effet de cette violence intrinsèque de la domination sur les classes populaires. On n'aura pas le temps de parler de la question des corps, mais la domination, elle s'exerce toujours d'abord sur les corps, avant même de s'exercer sur les esprits. C'est par les corps que ça passe. Et ces gens produisaient cette espèce de vérité insoutenable de l'exploitation sociale, économique, politique, capitaliste, qui est les corps abîmés. Et donc, enfin voilà. Alors, on a parlé de discussion, donc c'est bien qu'il puisse y avoir de discussion. Et puis, alors ceux qui ne sont pas du tout d'accord, ça serait bien qu'ils puissent s'exprimer aussi, parce que j'ai vu beaucoup de têtes opinées d'accord. Mais Julien, vous avez lu aussi d'une certaine manière ce livre. Je l'ai lu. De la manière. Avec mon regard, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a... Oui, ce que je vais partager là, ce sont plus des réflexions pour le coup que des questions. Et puis, je parle bien de réflexion, donc pas de choses. Je ne vais pas me poser comme spécialiste de l'émeute. Et on en parlait tout à l'heure en aparté, parce que moi, dans le livre, il y a une expression qui m'a marqué, c'est la honte du dominé. Et du coup, je le raccroche ça aussi un peu avec la remarque de Madame sur le propos qu'on a eu à propos des familles. Parce que c'est vrai que moi aussi, ça m'avait choqué. Quand on m'avait surpris, en tous les cas, qu'on dit. C'est moi, madame? Oui. Il y a des trucs comme ça. Ma collègue. Ça t'arrive sur le coin de la figure. Moi, c'est tous les jours. Hein. Je m'appelle monsieur aussi, hein, mais quelques-uns qui s'y risquent ici. Bref, du coup, c'était par rapport aux familles, ça m'avait surpris. Et je me suis dit qu'en fait, si on cible les familles comme responsables, il me semble que c'est en partie, peut-être pour éviter de remettre en cause un contexte social qui fait qu'effectivement, il y a des dominés à qui on va instiller cette honte quant à leur position. Je parlais tout à l'heure de la guerre de la lutte des classes, et pour maintenir une domination, il faut la justifier idéologiquement. Et d'ailleurs, vous avez un chercheur en psychologie sociale qui s'appelle Jim Sidanus, qui élabore une théorie qui s'appelle la théorie de la dominance sociale, dans laquelle, je fais ça très vite,
Il explique que lorsqu'un groupe minoritaire est en situation de domination dans une société, il va chercher à maintenir sa position en essayant notamment de la justifier. Et il me semble qu'on a inventé un concept bien pratique pour justifier les inégalités qui sont, je pense, assez évidentes en tous les cas dans les sociétés dans lesquelles on vit. Son principe, c'est la méritocratie. Dire que je suis là-haut parce que je le mérite et que tu es en bas parce que tu le mérites, c'est une pensée qui est bien commode. Alors, je ne vais pas remettre en cause la valeur philosophique de la méritocratie. Par contre, on pourrait se poser la question, est-ce qu'elle fonctionne réellement? Et si en plus, effectivement, je fais partie de ceux qu'on appelle les dominés, en tous les cas de ceux qui sont en bas de l'échelle sociale, et qu'on me répète dans le barouf médiatique que je suis là où j'en suis parce que je mérite, ou au contraire parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour m'aider socialement. Vous n'avez pas traversé la rue. Voilà, par exemple. Effectivement, je peux ressentir une honte, une culpabilité qui déjà en soi représente une menace identitaire et un impact sur l'estime de soi des individus. Et si en plus, je me rends compte qu'on m'a vendu du rêve, je la fais courte pour essayer de ne pas confisquer la parole parce que je peux être très bavard, alors du coup, je vais ressentir une certaine forme d'injustice. Je pense notamment à certaines personnes qui peuvent avoir d'excellents résultats au bac et ne pas avoir la filière qu'ils veulent sans qu'on sache pourquoi. Je pense, et on a tous connu, des élèves à l'école qui font tout bien ce que le prof leur dit, c'est-à-dire qu'ils bossent des malades le soir et qui plafonnent à 11 sur 20 en moyenne. Je pense au plafond de verre que certaines personnes peut-être ont déjà connu, c'est-à-dire qu'on a le haut diplôme, mais parce qu'on n'a pas le bon genre, parce qu'on n'a pas le bon groupe ethnique, etc., on ne peut pas accéder à certaines positions sociales. Alors cette injustice, elle va engendrer une émotion qui est la colère. Ce qui fait que nous sommes en colère, c'est quand on perçoit une injustice. Donc du coup, si dans la société, il y a un certain nombre de personnes qui perçoivent une injustice, qui ont l'impression qu'on leur a vendu du rêve, alors voilà, il y a une colère qui est latente. À cette colère, on peut ajouter donc du coup la frustration, qui est je fais ce qu'il faut pour m'en sortir, mais ça ne marche pas. Je tiens quand même à préciser qu'il y a des personnes qui s'en sortent, heureusement, ce que je dis là n'est pas aussi absolu. Et je tenais à faire la nuance. Et on pourrait ajouter une troisième émotion qui peut être latente, surtout par les temps qui courent, la peur. Parler des punaises de lit, voilà, on a peur des punaises de lit. Et donc, du coup, tout ça, ça appelle à ce qu'il y ait une peur, une colère, une frustration, bref, un terreau émotionnel dans la tête des gens qui, effectivement, font que les émeutes ne sont pas des événements qui apparaissent soudainement par hasard, mais il y a bien quelque chose qui se joue dans l'esprit des gens et dans leur état émotionnel et qui explique pourquoi tout d'un coup, bam, ça va péter. Et je pense que c'était important de souligner un petit peu cet aspect-là de la honte qu'on essaye d'instiller dans l'esprit des dominés et qu'en même temps, il ne faudrait surtout pas remettre en cause le système dans lequel on vit, parce qu'évidemment, ça viendra remettre en cause la position sociale de ceux qui en bénéficient. Donc, je voulais vraiment déjà réagir sur ces éléments-là. Il y aurait d'autres choses peut-être à dire, effectivement, sur qu'est-ce qui se passe dans un groupe. Et on abordera ça peut-être plus tard. Mais je vais laisser la parole à Jacques, si vous voulez réagir. J'ai une remarque. Le mot émeute, c'est un mot qui apparaît dans le discours politique au XXe siècle. Jusqu'au XXe siècle, pendant des siècles et des siècles, le terme français qui était utilisé, c'était les émotions populaires. On parlait des émotions populaires pour désigner ces phénomènes émotifs. Dis donc. Alors, le mot français voulait dire, c'était cette idée que d'un coup, le peuple se mettait en mouvement. Et avec cette idée que quand le peuple se met en mouvement, un peu comme les Gilets jaunes, et c'était frappant l'errance des manifestations Gilets jaunes dans Paris, sauf qu'elles suivaient les trajets touristiques. C'était des gens de province qui n'avaient jamais vu Paris, le disaient eux-mêmes, et qui en profitaient pour aller voir la Tour Eiffel, pour aller voir les Champs-Élysées, réellement, d'accord? Et donc, quand le peuple se met en mouvement, lui-même ne sait pas où il va aller. Et c'est ce qu'il y a de plus terrifiant pour les pouvoirs établis. Parce qu'un mouvement qui se présente en manifestant clairement le but qui est recherché, c'est un mouvement par rapport auquel on peut réagir, mettre en place tous les systèmes de contrôle de répression, toutes les NAS possibles. Mais quand ce mouvement est erratique, que même les acteurs de ce mouvement ne savent pas eux-mêmes où ils vont aller, ça devient quelque chose de profondément inquiétant. Alors maintenant, je reviens brièvement. Un chapitre entier, moi je pense
que c'est capital, cette affaire de honte, dans les systèmes de domination. Que c'est capital, que c'est rarement abordé. Et la honte, elle est d'abord la honte. Et à un niveau psychologique sommaire, chacun d'entre nous a eu des moments de honte dans un lieu social, n'importe quoi, j'arrive, je ne sais pas quoi, dans une soirée, d'un coup, j'ai ce malaise épouvantable. La honte, elle est d'abord quelque chose du corps. Elle n'est pas quelque chose de psychologie. Elle est quelque chose qui porte sur le corps. Et d'ailleurs, dans la honte, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais disparaître. Ne plus, que mon corps ne soit plus là, que je sois plus sous l'œil de la gorgone, là, que je fantasme. Et donc, la honte, c'est quelque chose du corps. Il faut abîmer les corps. Et ça, j'y fais rapidement allusion, parce que bien évidemment, alors que c'est un thème qui a suscité une littérature énorme, mais c'est bien ce que les nazis avaient parfaitement compris dans les mises en scène de l'univers concentrationnaire. Il s'agissait de démolir les corps le plus vite possible. Et le système de domination, tous les systèmes jouent d'abord là-dessus. Et en face de ça, dans une société dite de consommation, un des meilleurs contrôles des corps, c'est d'en faire un objet de consommation, à la fois consommé et consommant. Regardez toute cette économie aujourd'hui de la culture du corps qui est mise en place. Les salles, hein, les corps, j'en parle, les corps, les buildés, tous ces trucs, toutes ces techniques, mais qui sont certainement bonnes en elles-mêmes. Moi, je ne sais rien, moi je fais des arts martiaux, c'est pareil. Mais ces trucs doux, très, très souvent, très, très empathiques, vous voyez, l'empathie. Il y a quelque chose qui, moi, me terrifie dans l'idée d'empathie. Ce truc, aimez-vous les uns les autres, c'est affreux comme injonction. Comment voulez-vous que je vous aime toutes et tous si je ne vous connais pas? Comment je peux faire? C'est pas possible, surtout quand on sait, et même pour ceux qui n'aiment pas Freud et la psychanalyse, que l'ambivalence règne dans la psyché humaine et que tout amour recouvre une part de haine, mais destructrice. Aimer les autres, si quelqu'un me dit je ne te connais pas mais je t'aime, ça me fait peur. Comme disait un de vos grands pionniers, vous, travailleurs sociaux, qu'on redécouvre aujourd'hui, et si vous, enfin, j'imagine que vous le connaissez, mais allez lire, tout est réédité, regardez les films d'époque qui ont été faits, Fernand Deligny. Et Deligny dit ce truc à propos, vous savez, Deligny, à un moment donné, c'était un jeune infirmier, d'ailleurs psychiatrique, on est dans le contexte des années 60 révolutionnaires, et il décide, il écume les différents centres médicaux, je ne sais pas quoi, psychologiques de la région parisienne et ramasse tous les enfants dont on estime qu'il n'y a plus rien à faire pour eux. Enfants pervers, psychotistes, grands autistes, mais vraiment le fin fond de la désespérance psychique humaine, il part dans les Cévennes avec des militants, il n'y a personne qui est formé, il n'y a pas de psychiatre, d'autres viendront après se joindre. Et puis voilà, et il disait ce truc extraordinaire. Mais ces enfants, on n'a pas à les aimer. D'abord, ils sont insupportables. Au lieu, ils ne vous parlent pas. Quand ils vous regardent, ils ne vous voient pas. Ils sont capables de pires actes en permanence contre vous. On n'a pas à les aimer, on a à les aider. Aidez-vous les uns les autres, ça c'est autre chose. Et là, il y a des dimensions qu'on ne peut pas aborder maintenant, mais qui pour moi sont capitales. Entre autres, quelque chose de fondamental. Dans la brutalisation générale des rapports sociaux que ce système a créé aujourd'hui, il y a quelque chose qui est vraiment une arme révolutionnaire, enfin, qui vous paraît bizarre, c'est la politesse. Politesse. Je ne vais pas développer celle-ci. Et moi, je défends ça, alors, vraiment, la politesse. Je reviens très rapidement sur ça. La honte porte sur le corps. La question de la domination, c'est la question des corps. C'est pour ça qu'à la fin, j'anticipe la question. Vas-y, pose-moi. Non, mais c'est la question de terminale, après on peut discuter. Je ne sais pas si on va la garder le temps. D'accord. Non, alors il y a une notion qui a, dans le livre, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de il y a une notion qui est. Parce que là, tout ce qu'on se dit, en plus, si on s'attaque à Jésus, il ne va pas rester grand-chose. Et tout ce qu'on se dit là pourrait nous laisser bras ballants. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire envoyer dos à dos des systèmes qu'on peut effectivement critiquer de manière extrêmement virulente, mais et surtout se dire, bah, voilà, on est dans une impasse, que faire? Et il y a une notion dans le livre que j'ai trouvé
mais extrêmement stimulante et enthousiasmante, c'est la notion de luxe communal. Est-ce que je vais pas le... Ouais, alors, cette notion, c'est pas du tout moi qui l'ai inventée, elle remonte à la Commune de Paris. Au moment de la Commune de Paris, la dernière grande révolution populaire dans votre histoire, les artistes de l'époque, comme souvent dans les périodes révolutionnaires, s'engagent totalement du côté des communards, du côté des révolutionnaires. Et entre autres, il y a quelqu'un que vous connaissez, un des plus grands peintres de l'époque, Courbet, qui avec, l'autre vous le connaissez certainement moins parce que vous n'êtes plus dans cette culture, Eugène Pottier. Eugène Pottier, c'était un musicien, poète très bon, et qui a écrit entre autres l'Internationale. Vous savez, le chant, voilà. Donc Courbet, Pottier et un certain nombre d'autres artistes élaborent un projet artistique qui accompagne. Voilà. Donc cette société a fondé, cette société communaliste que les communards défendaient, elle doit se faire sur des bases d'un bouleversement des notions esthétiques. L'idée du luxe communal, elle est quand même extraordinaire. Alors remettez-vous quand même dans le contexte du 19e. Hein. Cette idée que la beauté produite par les hommes, je sais pas, la peinture, la musique, tout ça, elle était en quelque sorte, c'est même pas qu'elle était confisquée, elle était le fait, bien évidemment, des classes culturellement dominantes qui l'avaient complètement accaparé. Le peuple n'allait pas au Louvre de l'époque, il existait pourtant. Le peuple... l'opéra, c'était différent, parce qu'il y avait une tradition de l'opéra populaire, mais bon, toute une partie de la culture, donc de ce qu'une civilisation produit du point de vue de la mise en scène de la beauté, le peuple n'y avait pas accès, et y compris, bien évidemment, et c'était toujours dans les discours qui criminalisaient le petit peuple, y compris dans leur vie immédiate et quotidienne. Les descriptions, mais je ne sais pas, vous avez tous lu Dickens, hein, ou je ne sais pas, il y a tellement de textes de l'époque qui décrivent la vie dans les quartiers populaires, mais c'était l'enfer sur Terre, c'était la crasse, la saleté, des conditions hygiéniques absolument épouvantables, la laideur absolue, la laideur partout qui terrifiait le bourgeois, le spectacle de cette laideur. Et donc, les communards, ces artistes-là, comprennent que si on n'intervient pas là aussi, il y a quelque chose qui ne pourra pas se faire. Et ils mettent sur pied tout un programme qui va consister d'abord par, alors, ça donne lieu toujours à des débats récurrents. Paris avait été complètement investi par des œuvres d'art, des sculptures, des choses comme ça, qui magnifiaient l'Empire napoléonien. La colonne Vendôme, enfin tout un tas de... Et donc, eux commencent par dire, on va raser tout ça. Alors, c'est le début, les vandales, vous savez, le vandalisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est revenu, là, vous savez, avec les polémiques autour, est-ce qu'on déboulonne les statues qui célèbrent tel grand, je ne sais pas quoi, notable, qui a fait sa fortune sur le commerce esclavagiste. Vous voyez tous ces débats? Il avait commencé à cette époque. Et il disait, on doit investir les quartiers populaires et mettre de la beauté partout. Et ils réfléchissaient à des programmes, ils ont vraiment été très loin, d'urbanisation, de reconstitution, toute une partie de la tradition des cités ouvrières qui vont se développer au début du XXe siècle, qu'on visite maintenant, c'est votre cas, il y en a un peu partout en France et qui sont toujours des lieux assez extraordinaires, qui sont faits de grands architectes, viennent de cette espèce d'idée que si on ne remet pas le beau à disposition de l'ensemble de la société, il y a quelque chose qui ne passera jamais. Tous les épisodes révolutionnaires ont été des moments d'effervescence culturelle. Dans le très court temps de la révolution bolchevique, alors c'est aujourd'hui dire bolchevique, de la révolution là-bas, avant que le rideau stalinien tombe sur tout ça, qui massacre tous les grands dirigeants bolcheviques et ce qu'on sait après du goulag, pendant les 10 ans qui ont été là, les peintres, les poètes, les écrivains, etc., les cinéastes ont quasiment expérimenté toutes les formes d'expression artistique que le XXe siècle allait développer en l'espace de 10 ans. Toutes. Je pourrais vous le développer, je vais faire une conférence là-dessus. Donc voilà, cette idée de luxe communal, elle est importante. Pourquoi? Parce que précisément, elle répond à ce qu'on a juste évoqué de cette question du corps comme objet de la domination. D'accord? Avec comme sol, et je terminerai là-dessus, parce que quand même, je ne peux pas m'empêcher
faire à chaque fois, et ce qui fait que je m'acquiers un fil d'amitié. Malheureusement, tout le monde est couvert, je ne vois pas les choses. Mais il y a quelque chose de fascinant. Moi, j'ai vu apparaître, il y a à peu près une dizaine d'années, socialement, alors bon, je suis à Paris, ça, puis dans les quartiers, on peut brancher les quartiers du Nord de Paris. Du jour au lendemain, j'ai vu les gens se couvrir de tatouages. Ah, c'est surgi de nulle part. Moi, je suis d'une origine sociale extrêmement modeste, de la banlieue lyonnaise, vraiment très pauvre, quartier de bohémien, tout ça, ne se tatouait de mon temps que des populations de gens ostracisés ou de gens mis au banc de la société. Les bohémiens, les légionnaires et les taulards. Dans une bande, vous faisiez un tatouage et vous n'aviez pas fait de tôle, vous faisiez casser la figure. Voilà. Et d'un coup, ça a été complètement inversé. C'est devenu une marque de distinction sociale. Les êtres se recouvrent le corps de ces trucs qui peuvent être beaux d'ailleurs par hasard. Moi j'ai 2 ados, le garçon, je ne sais pas pourquoi il n'y est pas passé. Et bien évidemment, ma fille, hop, elle vient avec de magnifiques pieuvres, ici un champignon absolument incroyable. Enfin, il y a des trucs créatifs, hein, comme toutes les formes d'expression. Il n'empêche que l'espèce de dimension, la viralité de ce phénomène social, elle est quand même, elle pose question. Et, bon, je terminerai là-dessus, je donne, moi, un élément de réponse. Dans l'histoire de l'espèce humaine, l'espèce, qui remonte à près de 200 millions d'années, avec quelque chose d'une culture, la culture sapiens qui naît 50 000 ans avant Jésus-Christ, le tatouage a été une des premières formes d'expression culturelle de nos ancêtres miniens. Ils se recouvraient le corps de tatouage. Et on sait, enfin c'est très débattu, mais beaucoup de l'art pariétal sur les parois des cavernes est une projection de ces dessins du corps sur les parois, pour un tas de raisons mystiques, chamaniques, etc. Dans la démarche, cette démarche qui consistait à se recouvrir le corps, ce qu'il s'agissait de marquer, c'était le fait de se distinguer par rapport aux espèces animales qui étaient très proches dans l'évolution. La divergence du Homo sapiens, elle a été très tardive. Pendant des dizaines et des dizaines de milliers d'années, nos ancêtres ont été, même jusqu'à la reproduction, l'accouplement, étaient accompagnés de formes d'existence humaine qui étaient mi-animales, mi-humaines au sens sapiens du terme. Ça apparaît pour marquer son humanité. Moi, je ne peux pas m'empêcher de voir une espèce d'appel presque désespéré. Quand je me tatoue aujourd'hui, c'est comme si il me restait pour dire je suis un être humain, là, dans cette société où on est, que ça. Simplement me dire, je marque mon corps, je le distingue en tant qu'il n'est pas, qu'il se retire de l'animalité qui est en nous, et voilà. Et je deviens cette espèce de simèse ambulante, de corps que je montre, alors qu'en plus, ça se double des tuméfactions du bodybuilding, et puis ça devient assez extraordinaire. Je veux dire que ces gens-là, mais moi je dis ça, mais je ne suis pas plus malin qu'eux, je ne me prends pas pour je ne sais pas quoi, je constate, mais c'est quelque chose qui alors, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est à la fois quelque chose de désespérant et de profondément réconfortant, qui ont encore cette dimension de protestation. Le corps n'est pas qu'un charnier de signes, comme l'a dit un grand sociologue des années 70, Baudrillard, mais il est quelque chose, c'est finalement ce sur quoi je m'adosse en dernière instance pour dire je suis un être humain. C'est une espèce de protestation culturelle, avec toutes les limites qui sont les siennes, mais c'est quelque chose qu'il faut entendre comme ça. Aussi, le tatouage manifestait, au sens où je manifeste, où je montre quelque chose dans la rue. Merci, on avait parlé d'échanges. Peut-être très vite, est-ce qu'il y a des envies de questions? Oui. Bonjour, merci de me choisir. Merci beaucoup d'avoir que l'éloge de la ça fait du bien. On repense un peu la révolte. Moi, j'ai deux demandes de précision, parce que vous avez fait 2 affirmations. J'entends bien domination en justice, et justement, je trouve que c'est un peu votre propos de liminaire, qui était l'émeute n'est ni de droite ni de gauche.
ça paraît un peu antinomique de toute la suite du propos, puisqu'on est quand même sur les injustices, la domination, qui, a priori, donc plutôt de gauche sur la révolte. Et la deuxième, alors c'est vraiment une volonté de précision, c'est l'émeute pour la survie. J'ai bien entendu le propos sur le corps, mais sur la survie précisément, alors qu'a priori, puisqu'on parle beaucoup de domination de la justice, on est plutôt sur le plan politique. C'était ces deux éléments. Merci beaucoup. Bon, sur le premier, effectivement, ça relève un peu de la formule. Quand je dis l'émeute n'est ni de droite ni de gauche, ce que je voulais souligner par là, je le répète, c'est ce que j'appelle le caractère infrapolitique de l'émeute. Ça serait comme une espèce de faute de méthode d'appliquer à l'émeute des concepts qui relèvent d'un autre niveau du fonctionnement de la vie sociale, du niveau politique, avec des repérages très clairs par rapport à des programmes, par rapport à des valeurs, par rapport à des options de société. Il n'y a rien de tout ça au moment de l'émeute. Je le dis très très rapidement, très brièvement, mais ça sera la façon de répondre sur votre première question. J'ai fait une discussion à Lorient dans une librairie. Les gens qui étaient là m'ont parlé d'un truc assez phénoménal. Enfin, phénoménal. Au moment des manifestations, bon, ils manifestaient tous les jours en réforme contre la retraite. Lorient, c'est, vous savez, grande ville, la pêcherie industrielle, donc des syndicats forts. Et tous les jours, il y avait le même cortège qui était très important. Et un jour, il s'est produit un truc dont les gens, c'était 2-3 mois après, ne revenaient toujours pas. Certains n'en revenaient pas, en plus, ils avaient des ennuis avec la justice. Un jour, le même trajet qui traversait une place où d'un côté, il y avait le commissariat central de Lorient et de l'autre côté, peut-être la mairie, la foule, sans qu'il y ait un quelconque mot d'ordre, sans que rien n'ait été prévu, les gens se sont vus, c'est comme ça qu'ils m'ont décrit la chose, une mère famille qui était avec sa fille, syndicaliste qui manifestait, se sont vus prendre d'assaut le commissariat, sortir, il y avait 30 à 40 policiers dedans, les aligner contre le mur et mettre le feu à tout ça. Et puis, ils sont partis. Et personne n'était capable d'expliquer ce qui s'était passé. Les gens, encore, les acteurs de ça. Et pour moi, c'est un exemple assez extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est que cet acte-là, à ce moment-là, bien évidemment, qui renvoie à un mouvement social qui, lui, relève des catégories politiques, droite, gauche, etc. Mais ce qui se passe là, dans l'effectivité de l'acte, ne relève pas. C'est quelque chose qui renvoie, dont on n'a pas eu l'occasion d'en parler ici, qui est peut-être la partie la plus difficile de mon travail, à quelque chose de très archaïque chez l'être humain. De très archaïque, on a en nous un être, originairement, un être qui est constitution d'un véritable collectif. Quelque chose qui, en quelque sorte, englobe l'expérience perceptive que j'ai du monde et des autres, dont l'émeute, c'est à ça que quelque chose retourne. C'est pour ça que je prends cet exemple que j'avais trouvé chez un naturaliste américain des vols des tourneaux. Vous savez, ces oiseaux qui vont à toute vitesse et qui gardent toujours une espèce de forme parfaitement ordonnée, sans qu'il y ait un quelconque point central, un poste de commandement. L'émeute est un peu de cet ordre. C'est en sens que je dis qu'elle n'est pas de droite et de gauche, elle a des implications bien évidemment politiques. La deuxième. Juste, j'en profite parce que par rapport à l'anecdote qui vient d'être rapportée, en psychologie sociale, quand il s'agit de foule, c'est Gustave Le Bon, la grosse référence dans son enfance qui est un peu datée, mais quand il parlait de dépersonnalisation, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, de ce que j'en connais, il y a des gens des fois qui n'ont jamais commis d'actes délictueux, qui pris dans la foule, se mettent à faire des choses, donc ils sortent de la situation, ils se sentent j'ai osé faire ça. Et en fait, ce processus de dépersonnalisation, c'est le fait que lorsqu'on est dans une foule, mon individualité serait gommée par le fait d'être un numéro parmi tout un ensemble de personnes, et qu'à cela s'ajouterait une forme de contingent émotionnel. C'est pour ça que j'ai parlé de la colère, notamment, qui fait que je suis là, j'arrive, et là tout d'un coup il y a une colère qui monte, je suis contaminé par cette colère, je me sens membre d'un collectif plus qu'un individu à part entière, et ça peut amener une partie d'entre nous à faire des choses qu'on n'aurait jamais soupçonné faire si on n'avait pas été pris dans cette foule-là. Oui, ça illustre bien. Et ça renvoie à ce principe aussi que je peux évoquer de temps en temps en cours, qui s'appelle la dilution de la responsabilité, alors qui a été identifié dans d'autres contextes, puisqu'il s'agit du fait que quand une personne est victime d'une agression ou d'un malaise dans une foule, personne n'intervient. Pourquoi personne n'intervient? Parce que la responsabilité individuelle est diluée
entre les membres. Et cette dilution des responsabilités individuelles pourrait aussi expliquer pourquoi tout d'un coup je peux être happé dans une foule vers un mouvement qu'on pourrait qualifier d'émotif. Il fallait que je le place, c'est fait. Alors, la deuxième question, ça m'a fait oublier, votre deuxième question. Ah, la question. Oui. Écoutez, alors là, vous questionnez sur ce qui est encore une fois le cœur du livre, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, parce que je pense effectivement encore une fois que le phénomène émeutier répond toujours à une logique dans laquelle l'être humain est mis en danger dans son intégrité même. Je pense aujourd'hui, moi, que si j'essaye de me mettre dans la tête des jeunes gens aujourd'hui, comment ils peuvent se rapporter à leur vie en termes de projet quand on leur dit et quand ils savent qu'à terme, là, c'est pas dans un futur lointain et nébuleux, la pérennité de l'espèce humaine elle-même est mise en question. Si j'ai aujourd'hui 20 ans, qu'est-ce que je me dis au moment où je décide de faire un gosse ou pas? Je vais dire, attendez, mon gosse, il va avoir là maintenant 20 ans, peut-être dans une terre en ébullition ou désertification. Enfin, il y a quelque chose de... C'est pour ça que je pense que les émeutes sont vraiment de plus en plus d'actualité. Qu'il y a potentiellement quelque chose qui travaille le corps social, qui se manifeste sur le mode d'éruption de colère, de rage, de sentiments profonds d'injustice, mais qui certainement aura une ampleur extrême telle qu'on ne l'a jamais vue parce que c'est un moment inédit dans l'histoire de l'humanité. Encore une fois, jusqu'à maintenant, les gens se battaient pour des valeurs, pour la liberté, pour la justice sociale, etc. Jusqu'à il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, on n'a même plus ce luxe. On doit se battre pour la survie. Voilà comment je la définis. C'est-à-dire notre capacité à continuer de vivre au sens biologique du terme dans un contexte dont on sait ce que le système en a fait. C'est en ce sens que l'émeute pose la question de la survie. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que le temps tourne. Oui, Jean. Alors, est-ce qu'il y a... Nous avons dans le débat, il y a certaines choses que vous avez dites, sur lesquelles je pense qu'on est d'accord, et d'autres choses un peu globales. Mais la question, c'est quel est le sous-texte de cette conférence à des gens qui se préparent à des carrières sociales? Pardon, je n'ai pas bien entendu. Quel est le sous-texte? C'est-à-dire, quelle est la représentation du monde que vous portez au méthode de transformation du travail social? C'était à moi la question. Oui, alors, juste pour illustrer quelque chose. D'abord, faire cette conférence, cette discussion, pour la Grande École des Solidarités, il faut être très clair, c'est prendre une position qui n'est pas une position justement dogmatique, je l'ai dit en introduction, et qui est de se dire, aujourd'hui, on doit être en capacité, tout le monde doit s'interroger et penser des phénomènes qui sont des phénomènes ou des sujets pour lesquels le bruit médiatique absolument intempestif vient brouiller les cartes. Et le pire des résultats, ce serait de sortir aujourd'hui de cet échange en se disant c'est bon, on peut reprendre les armes, c'est parti, on fait partie de cette équipe-là. Et le but d'un établissement comme le nôtre, des établissements comme les nôtres, c'est d'arriver à penser les choses et à ouvrir les chakras, je le disais, sur un certain nombre de sujets. Évidemment, il me semble en tout cas que cette approche-là, et notamment dans sa dimension historique, elle vient éclairer complètement un phénomène qui est un phénomène de fond et de l'éclairer justement. Et je pense que la question, par exemple, de l'infrapolitique qui est évoquée vient nous débarrasser en quelque sorte de quelque chose qui serait purement un discours gauchiste de base, assez bien pensant finalement aussi. Donc, je sais que le sujet est difficile. Pour tout vous dire, on a même reçu, dans le moment dans lequel on est, c'est un moment particulier aussi dans l'histoire, à mon avis, de l'histoire des idées, on a reçu, en tant que Grande École des Solidarités, la réaction de quelqu'un, d'un dirigeant de collectivité, nous disant « c'est une honte
de proposer une telle conférence dans le moment dans lequel on est. La position de la Grande École des Solidarités, c'est pas de dire que c'est voilà, on ne se connaissait pas, on ne s'aime pas d'ailleurs. Mais voilà, mais on s'aime. La question, c'est justement de se dire, mais quel est ce phénomène actuel qui consiste à se resserrer en permanence sur de la non-pensée? Voilà. Donc, la réponse, c'est de former des travailleurs sociaux, former au métier des solidarités, c'est de former des penseurs, c'est de former effectivement des gens qui vont agir, mais c'est aussi de former des gens qui vont penser. Et si en plus ils pensent avant d'agir, c'est pas mal. Je peux juste rajouter un petit truc pour répondre à la question. L'enjeu aussi d'une conférence comme celle-ci, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a voulu, c'est aussi de nous rappeler à tous qu'on est dans des secteurs et dans des métiers qui sont éminemment politiques. Partisans ou pas, mais politiques. L'enjeu qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années, est-ce que les travailleurs sociaux sont des militants? La question continue à être posée. Et c'est de rappeler aussi que les analyses simplistes, les réponses toutes trouvées, les modélisations précoces, en fait, on voit bien dans ce que propose Jacques comme grille de lecture, tout est complexe, donc il faut accepter cette complexité, cette incertitude, et donc de mettre au débat, et ça va annoncer peut-être d'autres phénomènes et d'autres conférences comme ça, c'est aussi d'accepter ça et d'en échanger ensemble. Donc, nous accueillerons prochainement une figure controversée et polémique pour pouvoir Alors, je vous conseille Éloge de l'émeute par Jacques Deschamps, en vente à la sortie si vous le souhaitez, et bien sûr dans toutes les bonnes librairies. Merci.